Donc la littérature de science-fiction est à cheval entre deux temporalités. Elle s'inspire du présent afin justement de mieux spéculer sur l'avenir. Donc elle ne cesse de questionner les nouvelles avancées technologiques issues d'une humanité toujours davantage en quête de progrès. Ce faisant, la science-fiction nourrit un rapport très ambivalent avec les technologies qu'elle dénonce. Par leur critique, les romans ne remettent pas seulement en cause la technique, mais également l'humanité qui en use. Donc homme augmenté, transhumain, voire cyborg, autant de mots pour désigner une humanité en transition, mais justement à quelle fin ? L'immortalité serait tenté de dire les plus ambitieux. Mais une fois atteinte, l'humanité pourrait-elle toujours être appelée comme telle ? Toutes ces techniques sont-elles véritablement un progrès ? Notre rapport envers elles ne repose-t-elle pas en réalité sur une foi archaïque et dénuée de tout fondement ? Donc c'est du moins ce que laissent penser deux œuvres de science-fiction, Limbo de Bernard Wolf, ainsi que La Zone du dehors d'Alain Damasio. Donc tous deux posent un regard sarcastique sur cette post-humanité en développement. Et sur cette post-humanité en développement, et c'est pour mieux les questionner. Et questionner justement les fondements de notre humanité, de plus en plus encline à être dépendante de la machine. Et le PowerPoint ne fonctionne plus, c'est d'accord. Donc il s'agira de dégager deux grands paradoxes de la technique à travers les œuvres, tout d'abord en analysant la foi aveuglante envers le progrès, pour ensuite justement mieux le questionner. Donc à sa sortie, Limbo de Bernard Wolf est passé relativement inaperçu. Peut-être est-ce dû à l'hybridité du genre, qui se situe entre la dystopie, la politique de fiction et la satire. En effet, pour Gérard Klein, le roman serait plutôt une anti-utopie. Je le cite, « Wolf croit d'autant moins que nous sommes menacés par la réalisation d'une utopie quelle qu'elle soit, qu'il indique clairement qu'aucun projet utopique n'a de chance d'aboutir. Et plus précisément encore, toute idéologie qui porte en elle les germes d'une utopie se trouve détournée en cours de route. » Donc ainsi, contrairement à une dystopie qui est une utopie aboutie mais dévoyée, Wolf ne croit à l'aboutissement d'aucune utopie. Son roman a comme protagoniste le docteur Martin, qui lors de la Troisième Guerre mondiale fuit vers l'île des Mandunji. Il y pratique des opérations sur le cerveau des habitants afin de les rendre totalement pacifiques. Cette opération offre les premières traces d'un usage scientifique qui acquiert une dimension religieuse. En effet, les progrès techniques ont pour but d'excommunier la dualité au sein de la nature humaine pour ne garder que ce qui est considéré comme bon. Donc cette pratique peu orthodoxe de la médecine rappelle le tableau justement l'extraction de la pierre de folie de Jérôme Bosch, qui normalement est censé être affiché, mais ça ne fonctionne pas, donc pour ceux qui connaissent, voilà. Donc effectivement qui vise à séparer le bon grain de l'ivraie, afin de rendre l'homme entièrement bon, dénué de toute espèce de dualité. En ce sens, l'île de Mandunji a des accents de paradis perdu, au sein duquel le docteur Martin étudie le comportement de ses habitants. Mais cette lobotomie n'est que le prélude d'un problème plus vaste. Donc les Mandunji sont cachés pendant des années aux yeux du monde, jusqu'à ce qu'arrivent un jour les Rakours, des hommes et des femmes qui ont remplacé leurs jambes et leurs bras par des prolongements transparents dont la surface lisse luisait au soleil, je cite. Et chacune de ces rallonges était un enchevêtrement de tiges et de spirales mécaniques, parsemées de minuscules ampoules qui clignaient par intermittence, au fur et à mesure des mouvements, crachotant une lumière froide et bleue. Donc il faut vous imaginer en fait les Rakours avec effectivement des jambes et des bras métalliques, où dans le roman, disons qu'ils le faisaient volontairement. C'est-à-dire que pour eux, il s'agissait d'enlever les bras et les jambes, parce que des bras et des jambes étaient des armes, et donc on va les remplacer par des objets mécaniques. Cette idéologie est elle-même issue des carnets du docteur Martin, qu'il avait abandonné lors de son départ de l'île. Donc effectivement, vous avez un premier protagoniste, le docteur Martin, qui est parti dans une île lointaine pour fuir la Troisième Guerre mondiale. Il avait laissé ses carnets là-bas, et à son retour dans la civilisation, il apprend qu'effectivement, ces carnets ont été repris pour créer une idéologie nouvelle. Alors qu'en réalité, c'était pas du tout le but de ce médecin qui avait écrit des carnets, mais par pure ironie et cynisme. Donc effectivement, vous avez vraiment le regard sarcastique de l'auteur en disant on prend un texte qui n'a absolument pas le même but au point de départ et ça aboutit effectivement à une idéologie qui n'a rien à voir avec le texte en question. Donc effectivement, ce qui n'était que des banales réflexions cyniques à prendre au second degré sont devenues, par l'intermédiaire d'un ami, un dogme politique et religieux à l'encontre de la guerre.
Ainsi, la non-violence se traduit par une amputation volontaire de chacun de leurs membres, dont le représentant de ce mouvement est nommé justement Théo, évidemment prénom qui n'a rien de fortuit. Le roman est ainsi truffé de références religieuses et bibliques. Le docteur Martin prend comme pseudonyme Lazarus, soit celui qui est ressuscité par le Christ, et ses carnets font office de Bible, et les personnages entre eux s'appellent frères. Donc vous avez vraiment la dimension religieuse dans le roman. Ainsi, on observe un véritable rapport religieux vis-à-vis d'un dogme qui se fait parangon d'une technique de plus en plus omniprésente. Donc cette politique ouvre sur des slogans absurdes qui rappellent ceux de 1984, avec qui a des bras a des armes. Donc en anglais, en plus, vous avez le jeu de mots arm, qui signifie à la fois bras et à la fois arme, qui était censé être affiché aussi, mais évidemment, ça ne marche pas. Mais surtout, cela ouvre sur le rapport de plus en plus inégalitaire que l'homme nourrit par rapport à la technique, qui devient en fait une forme d'objet totémique, auquel il faut obéir. En effet, il ne s'agit pas uniquement de posséder des membres métalliques, encore faut-il apprendre à s'en servir. Il y a ainsi une réinitialisation du cortex, afin de mieux apprendre à coordonner les mouvements. Donc si cet exemple du livre est extrême, il pose une question fondamentale sur notre rapport à la technique. Jusqu'où l'homme est-il prêt à s'adapter pour insérer dans son mode de vie la technique et l'intelligence artificielle ? Technique qui asservit d'autant mieux l'être humain que celui-ci entretient avec elle un rapport sacré. Comme le soulignait d'ailleurs Jacques Ellul dans son ouvrage Le système technicien, je cite, « Ce n'est pas la technique qui nous a servi aujourd'hui, mais le sacré transféré à la technique. » Derrière l'idéologie des raccours, dans Limbo, il y a la naissance d'une technique véritablement sacralisée. Elle n'est plus un moyen, mais une fin, qui laisse l'homme entièrement dépendant d'une technologie, palliant ses membres manquants. C'est également ce que pointe Alain Damasio de son roman La zone du dehors, dans la société futuriste est entièrement artificielle dans la société de Cerclon qui est entièrement artificielle, les habitants vivent sous une bulle de verre. Ainsi, chaque personnage s'auto-évalue dans ce que l'on pourrait nommer une surveillance inversée grâce aux nanotechnologies. Donc cette tendance s'inspire d'ailleurs directement de notre propre société. Il y a un article effectivement de Steve Mann, un chercheur canadien, qui est le fondateur du Quantified Self, c'est-à-dire la sous-veillance. Donc la technique dans laquelle il vit n'est qu'un prolongement de ce contrôle transparent. Je cite, « L'individu crée son propre espace connecté et devient lui-même un médium, c'est-à-dire un système d'information. » Pour des exemples plus précis, par exemple quand on fait son footing, on s'auto-évalue avec le podomètre, on regarde effectivement qu'est-ce qu'on a comme fréquence cardiaque, on n'est plus dans la surveillance, c'est plus effectivement un Big Brother qui est au-dessus et qui regarde, mais au contraire la sous-veillance, c'est-à-dire nous-mêmes qui nous auto-évaluons et qui donnons volontairement nos données. Donc néanmoins, Alain Damasio pousse l'idée à son paroxysme avec la machine du clastre, qui détermine entièrement chaque individu selon des critères plus que mystérieux. Je cite, « On n'échappait pas au clastre, il faisait de nous les dieux du jugement dernier, mais un jugement sans cesse repris, repesé, un jugement dernier qui n'en finissait pas de juger tout le monde et sans pitié. Les gens attendaient du clastre quelque chose qu'aucun ami, ni père, ni mère, ni le miroir que parfois l'on se tend, n'était capable d'apporter. Une vérité de soi-même. » Donc la technique se substitue tout à la fois au jugement divin et humain. La valeur de chaque individu est classée par une machine au pouvoir illimité, dont le jugement n'est jamais remis en question. Bien au contraire, il est constamment recherché. On retrouve ici le concept d'instrument totem, très tôt développé par l'anthropologue George Fraser en 1887. Je cite, « Un totem est une classe d'objets matériels que le sauvage considère avec un respect superstitieux et environnemental, croyant qu'il existe entre lui et chacun des membres de la classe une relation intime et tout à fait spéciale. » Ainsi, le clastre prend la place d'un proche ou d'un dieu, à l'instar justement du monolithe de 2001 l'Odyssée de l'espace, qui exerce une puissance influente sur les singes au début du film de Kubrick, donc remplacé ensuite par HAL 9000 pour ceux qui ont lu ou vu le film. Donc dans La zone du dehors, Alain Damasio insiste sur l'importance du classement qui possède une dimension ontologique. Je cite, « Tu es ton classement, ce n'est pas un hasard si le clastre est aussi proche du mot castré. » En effet, il ampute là encore l'être humain d'une part de lui-même, tandis que ce dernier fait de la machine une idole païenne. Pour reprendre les termes d'Éric Sadin, l'homme nourrit ainsi une foi en un pouvoir non pas tant émancipateur qu'individualisant. En d'autres termes, à travers le regard de la machine, l'homme devient quelqu'un,
Il a l'illusion d'être unique. Ce faisant, il nourrit un rapport très ambigu avec la machine, mêlé de confiance et de fascination. Donc dans les deux romans, le rapport à la technique et par extension à la science partage une certitude similaire, celle de la religion, celle que la vérité existe. Mais comme on le dit, ça marche, la science. Donc, oui, c'était donc pour vous dire le tableau de Jérôme Bosch, l'extraction de la folie, donc c'était celui-ci. Et je ne sais plus, donc No Harm, No Arms, avec le jeu de mots effectivement en anglais. Les différentes questions. Et voilà, et je vais y arriver. Donc, mais comme le dit le président dans La zone du dehors, n'était-ce pas profondément ce dont les masses avaient besoin ? Un régime de vérité, à partir duquel chaque individu puisse mesurer la valeur de ses actions. N'était-ce pas la moindre des grilles à offrir à leurs errances de pions ? Question rhétorique, qui révèle tout le cynisme d'une société qui pallie ses imperfections au profit d'une technologie imperfectible. Pourtant, l'être humain n'en ressort pas grandi, bien au contraire. Il lui arrive d'ailleurs bien souvent d'être dépassé par sa propre technique, par péché d'hubris. Une fois la science élevée au rang d'un nouveau dieu, ceux qui la manipulent pensent devenir eux-mêmes un dieu, portés par l'idée du progrès. Là encore, les romans sont très critiques vis-à-vis du progrès qui semble être moins une avancée qu'un retour en arrière. En effet, sous la plume sarcastique de Bernard Wolff, les raccours dans Limbo sont très proches de leurs ancêtres les singes, comme Théo en fait lui-même la démonstration, je cite « On le vit s'élever comme une fusée, s'accrocher à une branche de raffia et tournoyer autour, les petites lumières de ses membres artificiels dessinant des cercles de lumière, comme des queues de minuscules comètes. Il lâcha la branche et se laissa tomber en vrille, son corps tournoyant si vite que l'on ne discernait plus qu'une sorte de lueur confuse. Bizarre, les gens pessimistes prétendaient autrefois que l'homme finirait par retourner vivre dans les arbres et se balancer de branche en branche. Ils ne croyaient pas si bien dire. Quand je pense que ces zèbres-là font ça au nom de l'humanisme par-dessus le marché. Qu'est-ce que ça veut dire, ce M majuscule ? Je n'en sais trop rien, mais ça ne signifie certainement pas « man ». Donc sous-entendu, ces humanistes amputés volontairement, effectivement, ont sur chacun de leurs pulls la lettre M cousue, et il sous-entend que si ça ne veut pas dire « man », ça veut dire « monkey », donc effectivement « singe » en anglais. Donc le progrès technique semble marquer une rupture dans l'évolution même de l'humanité. L'homme a cessé d'évoluer vers une naturelle autonomie de mouvement au sein de son environnement pour réapprendre à s'adapter dans une nouvelle forme de dépendance, celle de la technique. Ainsi, les membres artificiels n'ont rien à envier au technogreffe dans La zone du dehors, faisant entrer l'homme dans un début de post-humanité. Je cite « Avec ce qui pulse dans ma colonne, je sens plus vite, pense plus vite. Mes neurotransmetteurs font la comète. Ça fait un siècle que les ordinateurs nous ont dépassés, que les alliages sont plus fiables que nos os. Il faut remplacer tous nos organes archaïques et foireux. » Fin de citation. Donc Alain Damasio s'oppose radicalement à cette perspective, directement issue de la philosophie transhumaniste. En effet, selon lui, allier la technologie au corps humain ne serait pas un signe de croissance mais de décadence. Elle sous-tend ici une idée toute nietzschéenne qui oppose deux concepts, la volonté de puissance contre la volonté de pouvoir. Donc je cite Alain Damasio lui-même qui expliquait que la volonté de pouvoir est une volonté avant tout de domination, c'est déjà un signe de décadence. En revanche, la volonté de puissance vient de la puissance intérieure. Donc il s'agit de la puissance de vie intérieure, la partie la plus vivante de l'être humain, et tout le cheminement du roman consiste justement à aller vers la volonté de puissance. Donc volonté de pouvoir, c'est une volonté de domination et aussi effectivement de dépendance vis-à-vis de la technique, tandis que la volonté de puissance est justement effectivement la puissance de la vie biologique. D'accord. Donc la vision transhumaniste de l'homme est en réalité moins une volonté de puissance qu'une volonté de pouvoir. En effet, l'homme est davantage asservi qu'augmenté par la technique, car elle inscrit chaque individu sur le même modèle. Les technogreffes substituent à l'homme sa puissance physique et psychologique en le rendant dépendant. À ce titre, Éric Sadin crée le néologisme anthropologie, soit l'alliage de l'homme à la machine artificielle, qu'il définit ainsi. Nouvelle condition humaine, toujours plus secondée et redoublée par des robots intelligents. Ultime étape avant l'infiltration généralisée de puces à l'intérieur de tissus biologiques, réalisant une connectivité permanente entre organismes et serveurs déductifs, voués à orienter pour le meilleur et en toute occasion le cours de la vie. L'intelligence robotisée expose une forme de paradoxe ou d'écart conceptuel.
se positionnant désormais comme un organisme cognitif augmenté, mais fondé sur des schémas ou des processus sans guère de rapport avec le modèle humain. En d'autres termes, il y a une perpétuelle optimisation du corps humain afin qu'il soit toujours au meilleur de ses capacités. Chez Damasio, cela se traduit par l'augmentation des sensations du corps, à travers des biologiciels implantés dans le cerveau. Ce faisant, l'homme possède une vision transcendante et illimitée sur ses propres sensations. Je cite, « Tu vois un réseau inextricable de fils, tu es à l'intérieur de toi, dedans, tu te vois, comme tu es fait, toutes les synapses, les fils comme un écheveau. » Cette description montre bien à quel point l'homme ne fait qu'un avec la technologie. Les vaisseaux sanguins, les muscles, les synapses, tout est remplacé ou assimilé par des écheveaux de fils et de réseaux entremêlés. Pourtant, l'intelligence artificielle est elle-même un corps étranger, qui a son propre fonctionnement autonome. Or, si la technique peut orienter le corps peut ne plus, à terme, maîtriser la technique et être un danger pour son détenteur. Dans son discours sur la science et les arts, Rousseau mettait déjà en garde les Lumières sur un excès de confiance vers le positivisme. Je cite, « Si nos sciences sont vaines dans l'objet qu'elles proposent, elles sont encore plus dangereuses par les effets qu'elles produisent. » Donc si la vanité des sciences mérite sans doute d'être nuancée, force est de constater que l'histoire lui a donné raison. Il est possible de percevoir dans ces deux romans les dangers de la vanité humaine, celle d'une hybris en quête d'une humanité non plus augmentée, mais perpétuellement amoindrie par la technique omniprésente et totémisée. Ce faisant, la littérature spéculative est une mise en garde, à travers un avenir qui caricature notre propre société. La technique est ici un prétexte pour tendre le miroir d'une humanité prise dans sa propre évolution qu'elle ne parvient plus à stopper. Néanmoins, ces romans montrent que l'évolution humaine tend en réalité à stagner, car elle laisse place à celle des machines. Si leur utilité est indéniable, les romans interrogent leur nécessité au sein d'une humanité non seulement dépendante, mais également fascinée face à son propre génie technologique. Je vous remercie.